Vous voyez ces images de foule en délire, les uns sur les autres, bras en l'air, éco-cup à la main. On est allé les filmer lors du festival de musique Rock en Seine en 2025. À première vue, ça sent très fort le gros succès commercial, et pourtant ce festival n'est pas rentable. Et c'est loin d'être le seul. 2 festivals sur 3 sont déficitaires aujourd'hui, malgré des taux de remplissage jusqu'à 90%. Être dans le rouge, c'est inquiétant, mais être dans le rouge alors qu'on a un taux de remplissage qui est bon, l'est 2 fois plus. Alors pourquoi les festivals font fausse note? Et surtout, comment expliquer que des festivals à guichets fermés frôlent la faillite? On vous explique. La France, c'est près de 2500 festivals, et on ne peut pas vraiment tous les mettre dans le même panier. Festivals de rock, de techno, de jazz, de rap, musique du monde, il y en a pour tous les goûts. La spécificité française, c'est d'avoir quand même un tissu très atomisé de festivals, on en a presque trop. Elle, c'est Martine Robert, elle est journaliste aux Échos et elle est en charge de l'économie de la culture. On en a plusieurs par département, on en a même des milliers. Beaucoup sont associatifs, subventionnés, donc avec des modèles économiques très fragiles. Mais avant de comprendre ce qui coince, il faut faire un petit point sur le paysage des festivals français. On peut résumer notre modèle en 3 grandes familles. Première grande famille, les grands festivals associatifs. Et pour l'occasion, on vous a concocté une petite carte des festoches. Ils sont portés par des bénévoles, soutenus par les collectivités et très ancrés localement. On a la fête de l'Humain en Essonne, le Cabaret Vert dans les Ardennes, Solidays à Paris. Solidays, est-ce que t'es prêt pour la meilleure expérience de ta vie? La deuxième grande famille, les grands festivals privés. À Paris, on peut citer Rock en Seine, Lollapalooza ou encore Wheel of Green. Mais ce n'est pas qu'une histoire parisienne, il existe aussi le Main Square Festival à Arras, Garo Rock dans le Lot-et-Garonne, derrière eux, Live Nation, AEG, des géants du spectacle avec des budgets colossaux et une logique de rentabilité assumée. Notre troisième et dernière famille, les moyens et les petits festivals qui sont majoritairement associatifs. Des centaines de festivals à taille humaine, souvent portés par des équipes locales, mais qui reposent largement sur les aides publiques pour exister. On a par exemple le festival de poupées en Vendée, ou encore les papillons de nuit en Normandie. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, parfois on s'en sort mieux quand on est un petit festival, parce que le tissu local vous connaît bien, les entreprises vous connaissent bien, vous avez plus de sponsors, de mécènes, etc. Bref, 3 modèles de festivals différents, chacun avec sa propre logique et sa manière de fonctionner, mais un point commun, ils sont presque tous déficitaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle économique d'un festival repose sur 3 piliers. La billetterie, avec la restauration et le bar, les subventions publiques et les partenariats privés. Sauf que l'engrenage s'enraye. En 2024, 2 tiers des festivals français sont dans le rouge. Et on ne parle pas d'un petit trou dans le budget. En 2024, le déficit moyen des festivals français était de 115 000 €, soit une augmentation de 73% par rapport à 2023. Et si tous les festivals, ou presque, sont déficitaires, c'est à cause de l'effet de ciseau. L'effet ciseau, c'est quoi? C'est d'un côté, on a des charges qui augmentent, de l'autre côté, on a des recettes qui augmentent moins vite, ou voire qui stagnent. Et pour nous expliquer en quoi ça consiste, on a appelé Stéphane Krafniewski, c'est le directeur du SMA, le syndicat de musique actuel, et le président du festival Les Suds à Arles. La même étude montre que on a 6% d'augmentation en 2024 des charges, là où les recettes ne croissent que de 4%. Et ça, c'est chaque année, depuis plusieurs années maintenant. 4 grands facteurs expliquent cet effet de ciseau. Déjà, comme dans plein d'autres secteurs, l'explosion des coûts. Et c'est principalement à cause de l'inflation depuis la crise sanitaire. On a des coûts qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis le Covid, des coûts techniques, des coûts artistiques, des coûts logistiques. Et dans le même temps, les produits, eux, augmentent peu. Les frais de sécurité, par exemple, ont augmenté de 26% entre 2019 et 2023, d'après le SMA. En moyenne, ça fait 48 000 € de plus par événement. Face à cette inflation, on pourrait penser que les festivals répercutent tout sur le prix du billet pour combler le manque, sauf que non. On reste pas cher du tout en France, les festivals, faut comprendre ça. Par rapport aux pays étrangers, par exemple en Angleterre, par exemple en Hongrie, tous nos festivals sont globalement moins chers. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce tissu de festivals associatifs qui tire plutôt les prix vers le bas. Exemple, le pass 4 jours des Vieilles Charrues a pris seulement 40 € en 10 ans. Plus largement, les tarifs des festivals en France ont globalement suivi l'inflation, voire sont restés en dessous entre 2019 et 2023. Mais si les prix des billets stagnent ou augmentent peu, les dépenses artistiques, elles, explosent. Le voilà, notre deuxième facteur, ce sont les têtes d'affiche. C'est eux qui font énormément grimper la note des festivals. Certains artistes demandent parfois jusqu'à plus d'1 million € pour 45 minutes, ce qui représente parfois 30 à 40% du budget artistique d'un festival.
Et si les artistes deviennent de plus en plus chers, c'est parce que... Depuis la crise du disque, c'est vraiment le live qui est devenu la recette principale des artistes. Sauf qu'aujourd'hui, un festival ne peut pas se passer de tête d'affiche, car sans gros nom, pas de public, et pas de public, pas d'argent. Il y a eu cet effet pendant le Covid où on n'avait plus accès aux têtes d'affiche internationales. Ce qui a mis le focus et l'angle sur les têtes d'affiche nationales, effet qui s'est cumulé avec l'explosion de la scène de musique urbaine et qui fait que les cachets ont aussi explosé. Alors, les cachets des têtes d'affiche internationales étaient déjà très hauts, mais dans la foulée, les têtes d'affiche nationales ont suivi, avec effectivement un déséquilibre de l'offre et de la demande finalement. Autre problème de fond, les aides publiques diminuent. La plupart des festivals perçoivent entre 20 et 30% d'aides publiques. Fin 2024, début 2025, les festivals ont vu leurs subventions locales baisser. Pourquoi ? Parce que l'État a demandé un effort budgétaire aux collectivités. Sauf qu'une collectivité ne peut pas être en déficit, alors ils ont fait des coupes là où elles pouvaient, et résultat, c'est la culture qui encaisse. Le filet de sécurité qui pouvait représenter les subventions pour nombre d'entre nous n'est plus là au rendez-vous et la prise de risque elle est prise essentiellement par les organisateurs. Et le dernier facteur que les festivals ne contrôlent pas, eh bien c'est le climat. Orages, canicules, pluie extrême, le dérèglement climatique impose sa loi. Et quand la météo se déchaîne, c'est la double peine. Non seulement les annulations se multiplient, mais les assurances ne couvrent plus aussi bien et leurs tarifs flambent. Ça c'est le mood du jour, parce que je vais à Wheel of Green. En 2022, Wheel of Green a dû interrompre ses concerts et évacuer le public à cause d'orages violents. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de festivals concentrés en juillet et si peu en août ? Parce que les orages, c'était en août, c'était pas en juillet. Il faut réussir à convaincre les assureurs qu'on est toujours assurable, c'est-à-dire que le risque n'est pas certain. Donc si on résume, Covid, inflation, tête d'affiche toujours plus demandeuse, subventions en berne et dérèglement climatique, bref, le modèle s'effrite. Il n'y a aucune recette magique, que des tâtonnements, et ce, depuis plusieurs années. Il y a déjà ceux qui décident d'en faire moins de jours, moins d'artistes, et donc moins de frais. Une voilure réduite pour mieux tenir la route. C'est le cas du festival Les Escales à Saint-Nazaire qui en 2016 est passé d'une programmation d'une semaine à un format concentré sur 3 jours. Résultat, des économies qui leur permettent de rester plus ou moins à flot, même si en 2024 le festival enregistrait un déficit de 250 000 €. Puis il y a ceux qui s'adaptent à un public plus niche pour s'assurer un certain niveau de fréquentation en comptant sur des fans qui reviennent chaque année. On organise nous à Arles un festival de musique du monde et depuis maintenant 3-4 ans on s'est recentré exclusivement sur notre cœur de cible parce que les têtes d'affiche auxquelles on a pu faire appel ou avoir accès les dernières années le sont moins aujourd'hui et donc il faut qu'on arrive à réaffirmer notre identité et je pense que ça nous a permis ou ça nous permet de renforcer encore le lien avec les spectateurs. Et à côté, il y a ceux qui sont achetés par des grands groupes privés comme Live Nation ou AEG. On pourrait se dire que c'est la solution miracle, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Vous connaissez le Download en France ? Non ? Eh bien, c'est normal. Ce festival de rock et metal a dû tirer le rideau en 2019, et ce, malgré un gros financement de Live Nation. Le Download, pourquoi ça n'a pas marché malgré le fait que Live Nation soit derrière ? Déjà, on a un très gros festival en France sur ce domaine du métal qui est le Hellfest. Le Download, il s'est installé sur une base aérienne dans l'Essonne, qui n'était pas très glamour, avec des problèmes quand même d'acheminement, de transport, etc. Et Live Nation, c'est pas une entreprise philanthropique, alors si on perd trop d'argent, on n'insiste pas. Et la France n'est pas la seule à voir ses festivals s'éteindre. En Angleterre, Bestival a tiré sa révérence en 2018 après 15 ans étranglé par les dettes. En Écosse, le mythique Tea in the Park a disparu en 2016, victime de problèmes logistiques et de sécurité. En Allemagne, Berlin Festival s'est arrêté net en 2015, faute de public suffisant. Ces difficultés économiques ont aussi d'autres conséquences, le manque de scènes ouvertes aux jeunes artistes émergents. Seule solution, imaginez un modèle hybride. C'est ce que fait le Printemps de Bourges avec son dispositif dédié aux jeunes talents, les Inouïs. C'est par là que sont passés par exemple Christine and the Queens, Eddie de Pretto ou encore Sao de Sakazan. Problème, tous les festivals n'ont pas cette marge de manœuvre. Beaucoup préfèrent jouer la sécurité avec des artistes déjà établis. On peut prendre l'exemple du VNB qui semble être intéressé par le soutien à l'émergence, en tout cas qui affiche cette volonté-là. Sauf que, de mon point de vue, de l'expérience ou des retours que l'on peut avoir, c'est pas dans leur ADN. En gros, ce que dit Stéphane, c'est que VNB c'est un festival de marque, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à mettre en avant des artistes, mais juste à faire du chiffre. A l'inverse, certains festivals conservent une identité forte et engagée. Wheel of Green a une vraie identité. Je pense que c'est aussi pour ça que AEG et Mathieu Pigasse le rachètent, parce que ça a une identité de festival engagé, socialement, écologiquement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez été dans un festival cet été, et abonnez-vous.
Mon dernier coup de cœur, il n'est pas dans les musiques actuelles, c'est un petit festival que j'ai découvert qui s'appelle les Promenades en Pays d'Auge. Donc tous les matins, c'est les petites promenades pour les petites oreilles, c'est-à-dire pour les enfants. C'est ça qu'on attend d'un festival. C'est vraiment être intergénérationnel, rassembler tout le monde, mélanger les goûts et puis vous offrir des fenêtres vers autre chose.